relever de l'argent, tu vois, pour... Ouais. Et vous voulez lever de l'argent, si vous réfléchissez, aux États-Unis aussi, j'imagine, parce Ouais, que c'est- là, Exactement les sur fonds, place. On il y ne a- lèvera pas avec un fonds français, on lèvera avec un fonds soit global, Ouais. des fonds français mais qui ont une vision internationale vraiment forte, soit des fonds ricains. Ouais. Après, c'est dur de dealer avec des fonds qui sont que ricains, tu vois. Bon, je suis prêt, il n'y a pas de sujet, mais ouais, je préférais un fonds, tu vois, vraiment global, qui snobe pas ce qu'on a fait en France ou, Ouais. ou, Parce ou que en les Américains, Allemagne. parce que les Américains, enfin les fonds américains, ils sont très, ouais, il faut, là, si tu veux te lancer, là, vous avez fait 1 million de chiffre d'affaires, donc sur la boîte américaine, du coup, parce que c'est pas la même boîte. C'est une filiale, ouais, C'est une détenue filiale. à 100% par Ouais. la maman française, quoi. C'est ça. Et en fait, vous avez fait 1 million, mais les mecs, ils vont vous dire, ouais, il faut que dans les 5 ans, vous ayez fait fois 50, tu vois. Non, c'est clair, ils ont beaucoup d'ambition. Moi, ce qui me dérange un petit peu dans quelques fonds que j'ai rencontrés aux US, même pas mal, voilà, c'est ce qui, tu vois, ils regardent pas trop l'Europe en fait. C'est Ouais, assez bah, surprenant. Ils disent, ah ouais, c'est cool, t'es chez Sephora, t'es dans 5000 magasins en Europe, ok, super, tu fais X millions. Ok, tu vois, c'est sur 2 heures de meeting, tu as 7 minutes sur l'Europe et 1h53 sur. Parce que je pense qu'ils se rendent compte du fait, ok, c'est cool, si on bosse ensemble, on va te faire ça tu vois, d'ici la fin de Voilà. l'année, et tu touches tes 8 millions. And tu vois. now, tu vois, this is it, c'est ici que ça se passe. Ouais. Et voilà. Mais c'est vrai, tu vois, nous, enfin, aujourd'hui, notre premier store, c'est notre site américain, tu vois. Mm. C'est Ouais, le c'est premier, c'est notre premier Shopify, donc c'est assez dingue, tu vois. Donc, tu vois, et c'est allé assez vite. Je pense que c'est un mélange de plein de trucs. On n'a pas du tout construit une boîte. Tu vois, on s'appelle Merci Andy. Dedans, il y a le mot merci, certes, mais Il y a en fait, c'est le Andy. seul truc qu'on a vraiment de French, tu vois. Ouais. On n'a Et pas tout de le monde, French c'est tech et international, tout. merci. Et c'est méga international. Mais je pense que dans notre approche, on s'inspire beaucoup de marques US, tu vois, parce que c'est passionnant, je Bien trouve, cette mixité et tout. Et puis même, je trouve que vous avez réussi à créer une marque, et ce que j'aime, c'est qu'il peut s'adapter partout. Vous n'êtes pas le copycat de, tu vois, vous avez créé votre marque, et où que vous alliez, finalement, elle sera légitime. C'est déjà, je pense, d'un point de vue géographique, carrément, tu vois, on est aussi vendu en Australie et on marche super bien. Et on a fait des tests tout petits, mais vraiment tout petits, dans quelques pays d'Asie pour voir un peu le marché. Et on a plutôt des bons résultats. Par contre, où là, c'est plus dur, c'est en termes de produits. Tu vois, Pas les normes, non? Non, pas les normes. Je veux dire, par rapport à la marque qu'on a créée, Merci Andy, demain, tu te dis, bah... on pourrait faire des produits de sex care, des produits Bien sûr. tu vois, et pourquoi pas des chips ou des chewing-gums un jour. Non, mais ce que Ouais, je veux ouais, dire, c'est qu'en fait, on a créé une marque justement Qui est assez certes qui a un large. produit héroïque et tout, mais qui est large. Mais parfois, c'est difficile de savoir jusqu'où On on peut peut la aller, ouais. stretcher, tu vois, sans perdre nos petits chatons et Ouais. tu vois nos petits chatons. Et moi, je m'en souviens un jour, la mère de Roland, elle a dit vous devriez faire des chips. Et je sais pas pourquoi ça m'est resté dans la tête. Et je me dis putain un jour, non mais c'est une blague, mais tu vois, Ouais, je vois. c'est difficile de cadrer Ouais. quand tu as une marque qui est très stretchable jusqu'où tu peux les tirer. Un de nos rêves, c'est de se dire, ok, on crée une marque et genre on la stretch tellement, genre dans tous les sens. On commence par une niche et après on augmente, etc. Et après, on s'est dit que ça, tu peux le faire jusqu'à un certain niveau, jusqu'à un certain spectre. Mais après, tu es obligé de créer une autre marque un peu parente, etc., qui, elle, targeterait directement cette audience-là avec ce produit-là. Parce que du coup, si par exemple, je prends l'exemple de Merci Andy, voilà, vous faites des gels, etc., machin. Pour ceux qui sont déjà mis du gel hydroalcoolique sur les mains et qui se sont frottés un peu les lèvres, c'est dégueulasse, tu vois, au niveau du goût, Non, etc. mais c'est clair. Et donc, créer une autre marque qui a la même vibe que Merci Andy, que les gens se disent ça me dit quelque chose, ça, tu vois. Et après, targeter les chips, pour moi, c'est pas du tout con. tu Non, vois. c'est clair. Mais moi, c'est la passion suprême. Tu vois, tu connais Supreme, la marque, c'est incroyable. Les mecs, ils arrivent à te vendre un canoë-kayak à $900 rouge avec écrit Suprême, un marteau, un tournevis, des sneakers, des t-shirts. C'est Une cafetière. Ouais, c'est incroyable. Moi, je t'avoue, après, voilà, c'est ce que c'est. Il y a plein de controverses sur Supreme. Mais en tout cas, en termes de branding, c'est l'expérience. C'est le tour de force. C'est le summum, quoi, tu vois. Et moi, pendant 3 ans, le jeudi à 11h, quand ils envoyaient leurs produits, j'ouvrais mon app Supreme pour regarder ce qu'ils faisaient, tellement ça me rendait ouf, tu vois. Ok. Et il n'y a pas beaucoup de marques qui arrivent à faire ça, hein, de mettre, peu importe où ils mettent leur nom, Leur logo, ouais. tu as envie de l'avoir. Tu sais, ils ont réussi à faire ce que toutes les marques veulent faire, c'est créer, entre guillemets, une religion. Ouais, C'est 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 ça. ce qu'ils ont fait. Mais C'est- ouais. Suprême, c'est une religion.
pour les fans. Mais, regardons l'histoire de Suprême. Ils sont pas là depuis hier. Ah ouais, Oui, non, mais- bah ça c'est clair. Mais il y a Non, mais beaucoup je de suis marques d'accord. qui sont là depuis hier. Et qui ils ont veulent commencé déjà- hyper niche, hyper skate, Ouais. hyper machin, et aujourd'hui c'est devenu du très lifestyle. Mais t'as raison, c'est clair qu'ils ont commencé pendant longtemps Ouais, sur c'était des hardcore. niches. Non, mais c'est clair. C'est comme T'as raison. tout ce qui porte la marque Thrasher et tout, machin. Maintenant, c'est devenu un peu mainstream, mais Thrasher, c'est des mecs de skate, hardcore, etc. Tu vois, Palace, toutes Ouais. ces marques-là et tout, c'est tu vois, clair. exactement ça. Donc, Enfin, c'est vrai, t'as raison. Ce qui dit, finalement, ce que tu dis aussi, c'est que il faut être super tranché au début, avoir une identité qui est très forte, reconnaissable qui est reconnaissante par tout le monde, et après, au fur et à mesure, tu vas te diluer, entre guillemets, parce que tu n'as plus les mêmes fans, etc. Machin. Mais à la base, et c'est comme quand on écoute, je pense que la raison pour laquelle on aime bien Oussama ici, c'est parce qu'il a une position. Il n'est pas à dire, bon, bah ça j'aime bien, ça j'aime pas pour faire plaisir à tout le monde, tu as une position. Il est clivant. Et il est clivant. Et les marques qu'on aime bien, finalement, c'est aussi ça. Mais c'est radical. C'est radical. En fait, moi, je déteste, tu vois, quand j'achète sur un e-shop, quand il n'y a pas de mauvais avis, ça me vénère, en fait. Je me dis, soit c'est faux. Je te jure, je me dis la même chose. Bah ouais, mais soit c'est faux, soit c'est pas authentique, tu vois. Soit ils ont fait des produits qui passent et qui sont OK, mais qui... Ouais. Et en fait, alors, surtout dans la beauté, il faut être radical. Mm. Nous, il y a des gens qui aiment pas nos odeurs. Fine, en fait. C'est Oui, pas de problème. mais tu vois. voilà, Il y a des gens qui aiment pas nos textures. Fine. Il y a des gens qui trouvent notre dentifrice, il est trop... OK, pas de problème. Mais on les met, ces avis-là. Mais en même temps, il y en a d'autres qui peuvent plus passer de nos produits et tu peux pas plaire à tout le monde. Et si tu plais à tout le monde, je pense qu'au fond, c'est que tu plais à personne, tu vois. Et moi, c'est un peu mon point. Donc, j'aime cette radicalité-là et elle est difficile quand tu grandis à garder. Parce que tu as des gens que tu recrutes de grands groupes, parce que tu veux Ils du flippent un peu L'Oréal et plus, tout. tout ça. Voilà, ils vont dire attends, on va pousser un peu le bouchon un peu moins loin, on va Oui. éviter le truc et tout machin. Et c'est clair que tu vois, il y a des sujets où ils ont raison. Typiquement, la vidéo, elle touche les couilles pour la bonne cause. Aujourd'hui, je la referai Oui, plus. c'était tu au vois. début. Ça, Voilà, ouais. c'était au début et On te tout. pardonne beaucoup plus de choses quand t'es petit parce que il est daring. Tu vois. Exactement. Mais faut pas avoir peur encore d'oser, de prendre ces risques-là et de continuer cette radicalité, tu vois, qui moi me fait kiffer perso. Et je me pose même la question, là c'est moi qui réfléchis, quand Nike a fait le move avec Colin Kaepernick, tu sais, un peu plus tard, qui a fait la pub, je me demande s'il n'y avait pas des stats avant, genre en mode, si on fait cette pub-là, il y a 50%, enfin, genre la cote de popularité de Copier est telle que finalement on perd plus qu'on gagne. Bah, je pense je pense qu'il doit y avoir une analyse, bien évidemment, parce que Nike, ils ont une armée pour se dire est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, mais ils ont déjà fait tellement de choses avant, ils ont tellement pris parti pour leurs athlètes, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un athlète Nike, donc ils ont Tiger Woods, ils l'ont pas lâché. Quand il a fait ses trucs avec les prostituées, etc., quand il était au fond du trou, ils l'ont pas lâché. Donc, ils avaient déjà un historique de dire, bah nous, Rolex, il lâche Tiger Woods, machin, mais eux, ils disent, non, nous, on est là, parce que c'est le greatest of all time, tu vois ce que je veux dire. Même c'est clair. Tu vois ce que je veux dire. Et du coup, aux US, cette période, elle va être vraiment intéressante et extraordinaire de voir. Tu as eu le mouvement George Floyd, déjà où il y a eu des positionnements de marque, mais demain, sur la politique, enfin, une marque qui dit allez voter, c'est clair, son message, il est clair en fait. Ouais, tu vois, il est clair. Maintenant, est-ce que c'est juste aller voter par pure démocratie ou est-ce que c'est aller voter pour contrer Trump, Ouais. tu vois, et il y en a jusqu'où ils vont pousser le bouchon. Tu as des marques comme Patagonia, moi je kiffe Patagonia, c'est un bête de mec hyper authentique et tout, il ferme ses magasins le jour des votes, tu vois, parce qu'il veut, en fait, il a 1500 salariés aux US, bah, c'est 1500 voix. Et tu vois, il veut pas qu'ils aillent voter après le boulot, voilà. Et c'est ouf. On va voir à quel point les marques vont se positionner. s'engager. Et je t'avoue, nous, on est petits, tu vois, mais tu vois, on a quand même... On a Vous 400... sentez la ferveur. Tu sais, en fait, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, il y a un sorte d'élan. Ouais. Tu vois, s'il faut aller voter, machin, et bah, toi, en tant que marque, tu dois dire à tes gens, parce que tu as quand même une force de frappe, tu dois dire à tes gens, allez voter, parce que c'est un truc citoyen. Et donc, en plus, il y a ces trucs on voit les gens faire, on voit les autres marques, donc tu dis oui, je sais pas, en fait, tu veux faire partie de ce mouvement, tu vois, toi aussi. Et en fait, j'ai l'impression que ici, c'est beaucoup moins présent. La première fois que je l'ai vraiment vu pour les marques, c'est avec George Floyd. Avant ça, on met nos capsules bleues pour ce qui se passe dans certains pays, etc. Mais là, un truc de cette ampleur-là, en France, un pays où le politiquement correct, en tant que marque, etc., c'est touchy parce qu'il ne faut pas être trop politisé. Là, pour moi, il s'est passé un truc, tu vois. Il y a eu des backlash, comme on dit, il y a eu des revers de médaille, mais il y a eu quelque chose, en tout cas. Tu vois, moi, je trouve que, moi, aux US,
pour Merci Andy, j'aurais aucun problème à me positionner. Par rapport en France, où en France, quand tu te positionnes, c'est une étiquette politique. C'est tiens, je vais voter à droite, à gauche, au centre, ou alors En Marche, qui est un peu, tu vois, entre les deux. Alors qu'aux US, alors certes, c'est bleu ou rouge, tu vois, mais tu parles plus de valeurs. Et c'est quoi tes valeurs? Est-ce que tu es très capitaliste et tu l'assumes, tu vois? Est-ce que tu es plutôt dans l'inclusion? Est-ce que tu as envie de rajouter du social aux États-Unis avec, à l'époque, du Obamacare et compagnie? Et c'est là où, en France, moi, Merci Andy, jamais je l'emmènerai sur le terrain politique. Sur le terrain inclusif et tout, on a fait plein de choses et on continue de faire des choses et d'apprendre. Mais sur le terrain politique, c'est complexe pour une marque. Il y a peu de marques, tu vois, il y a eu des Michel Augustin qui ont même invité des François Fillon dans leurs locaux à l'époque et tout. Elles se sont fait détruire. Elles se sont fait détruire sur les réseaux en les traitant d'homophobes, de tout, tu vois, alors qu'ils faisaient visiter. Ouais, il y avait un sujet sur l'homophobie à un moment et tout, mais... Bref, ouais, tu vois, c'est dur en fait le sujet politique en France. Le sujet politique en France. Ouais, je suis assez d'accord, c'est compliqué. Néanmoins, et je trouve que c'est intéressant justement qu'il y ait ce parallèle, c'est que toi, il y a plein d'autres marques françaises à l'étranger, notamment aux États-Unis, qui du coup n'ont pas su faire le parallèle assez tôt et du coup ont eu la même réaction que celle que tu as en France, c'est-à-dire de se dire il se passe ce qui se passe, moi j'en parle pas, tu vois. Sauf que quand tu es aux États-Unis, que tu as des employés américains, ils sont là, mais attends, tu vas rien dire? Tu vas pas parler de ce qui se passe? Ça a été le problème de Facebook qui a rien fait pendant des semaines et tu vois, sur le mouvement et ça a créé un vrai problème. Le truc, c'est que, et je pense que tu vas me rejoindre sur ce truc-là, c'est que avec la technologie, avec les réseaux sociaux, ça se propage beaucoup, beaucoup plus vite. Et par exemple, le problème de George Floyd, qui a révélé plusieurs problèmes. En fait, ça a été en plusieurs étapes. Le premier, c'est les violences policières, bien évidemment. Et puis ensuite, tu as eu les marques qui se sont positionnées parce que c'est les citoyens qui ont demandé aux marques de se positionner. Et ça qui est aussi intéressant, c'est que ce n'est pas les marques d'elles-mêmes qui ont dit on va positionner derrière notre truc. Non, c'est les citoyens qui ont demandé je travaille chez un tel, je suis concerné par la situation, pourquoi vous ne parlez pas pour nous défendre? Et une fois que ça a été fait, ça a été la phase d'après, sortez les trombinoscopes. Ça a été... comment, en fait, ça a été, ok, la violence policière, et ensuite, oui, mais le problème est beaucoup plus global. Le problème, c'est la diversité dans les médias et dans les entreprises. Parce que comme on a parlé des marques, on dit, oui, mais si une marque met le carré noir, mais que tu montes ton trombinoscope et il y a personne et tout, comment tu peux dire que vous vous impliquez en tant que machin? Et en fait, c'est là que c'est allé vers, il faut mettre des gens quand même à des postes clés dans la diversité, etc. Machin. Et c'était ça. Tu me diras ce que tu en penses, mais en gros, tu as eu cet effet de la raison pour laquelle il se passe ce qui se passe, c'est parce que la représentation des gens issus de la diversité est très très mauvaise dans les médias en général, et puis finalement ça va dans la vie de tous les jours, au boulot, etc. Il y en a très peu. Et après, tu es rentré dans le truc du ouais, mais finalement, au poste clé, et pourtant c'est les États-Unis où tu en vois plus qu'en France, au poste clé, tu as très très peu de diversité. Et le parallèle, il a été tellement vite fait en Angleterre, vite fait en France, et dans tous les pays finalement, on va dire les anciens colonisateurs. Les anciennes colonies. Les anciennes colonies, appelle-le comme tu veux, tu vois, que finalement, tu as cette question. Et ici en France, clairement, tu vois, il y a beaucoup, beaucoup de marques qui sont en train de se poser la question, je te le disais tout à l'heure en off, de OK, il faut qu'on change des choses. Comment on fait? L'idée, c'est pas de se dire, c'est trop tard, ou tu vois, on n'a rien fait, donc on peut parler. Non. L'idée, c'est de se dire, tu vas faire des erreurs, mais le plus important, c'est de commencer. Et c'est intéressant, on va parler du RSE de toute façon, parce que c'est un sujet dont on voulait parler. Mais justement, qu'est-ce que tu penses de ce que... Toi, aux États-Unis, est-ce que c'est différent de la France par rapport à tes équipes, par exemple? Aujourd'hui, nous, on a aux US, tu vois, il y a 3 personnes. Oui, on a une métisse, on a Carlos qui est portugais et qui je le dis parce qu'il l'affiche partout, qui est gay. Tu vois, là, c'est la Gay Pride. Il a posé sa semaine et tout. Tu vois, donc, tu vois. C'est un truc que je vois peu d'ailleurs ici. Et après, on a un blanc qui est franco-américain qui vit dans le Wisconsin et une métisse, voilà. Après, tu vois, moi aujourd'hui, il faut que j'arrive à me positionner, à dire... en France, on a peur de parler des couleurs, tu vois. Et
et je pense, et ça va peut-être choquer, il y a une white supremacy. Tu vois, bien sûr. il faut pas avoir peur de le dire, et encore plus une white man supremacy. Mais tu vois. c'est Et moi, je suis blanc, bien. je suis mec. Je sais que j'ai eu, tu vois, j'ai toujours bossé. Mes parents m'ont payé mes études, fine, mais ils n'ont pas investi 2 millions dans ma boîte. J'ai tout construit et j'en suis très fier. Mais j'ai eu de la chance. Je sais pas si c'est des privilèges. On te reçoit. Donc ça, il faut vraiment en avoir conscience. Une fois que tu as conscience et que tu as maturité le truc, après, c'est comment tu veux changer ça à ton échelle. Tu vois, moi, mon but, c'est que chez Merci Andy, les gens que je recrute comprennent ça et comment on peut le changer en France, au UK, où on ouvre aussi un bureau, et aux US demain. Mais aujourd'hui, tu vois, dans notre culture française, de dire à Carlos, je veux que le prochain mec que tu recrutes, il soit black ou il soit asiate ou latino. En fait, tu fais ça en France, tu vois, ça peut être mal interprété. Ouais, ça peut être mal interprété. Ah, mais je fais juste une petite parenthèse. Moi, je suis pas. Je vais juste ne pas être d'accord avec toi sur un point. Pour moi, il n'y a pas de white supremacy. White supremacy, c'est un courant de pensée, etc. Mais le privilège invisible, oui. Oui, mais il est invisible. Ouais. Non, mais c'est clair. Mais la suprématie, pour moi, je le mets sur autre chose. C'est les gens qui revendiquent qu'ils sont supérieurs. Alors, bien sûr. Mais c'est différent, mais je pense qu'il parle plus. Moi, il parle du privilège. De fait, tu vois, de fait, par la culture. Okay. Tu vois, ma sœur, elle est dans l'immobilier et elle a des clients. Elle bosse dans le Val d'Oise, sur Sarcelles, sur Montmagny, tu vois, je sais pas si vous connaissez cet endroit, mais il y a beaucoup de minorités. Et en fait, les gens, ils disent, en fait, je trouve pas d'appart, pas parce que j'ai pas de revenus, parce que je suis juste black, tu vois. Et c'est pas juste, en fait. Tu vois, je trouve que c'est pas faire. Donc, il y a un privilège historique et qu'il faut arrêter, en fait. Quand tu rentres dans un magasin, et d'ailleurs, petite anecdote, mais nous, on s'est lancé chez Urban Outfitters, et il y a une semaine, il y a une note qui a tourné au sein d'Anthropologie, qui est sortie d'une ancienne employée, où il y avait écrit, quand il y a des black people qui rentrent, alors tu vois, Urban Outfitters, en termes d'inclusion, ils sont quand même bons, tu vois. Sur l'image. Mais il y avait une note de la société de sécurité privée de Free People, d'anthropologie, pardon, qui a sorti, où quand il y avait une personne issue de la minorité, il fallait être plus vigilant dans la surveillance, tu vois. Nous, on a ça comment on se positionne, comment on fait ça et tout. Tu vois, on se lançait, on est en home sur leur site et tout, on s'est fait, oh là là, ils se sont pris un bad buzz de l'espace, ils ont expliqué ce qui s'était passé, fine, ils ont dit qu'ils allaient améliorer, ils ont compris et tout, mais tu vois, c'est super chaud et en fait, c'est touchy. Là, je reprends un truc, c'est nous on dit noir, hein, comme en France, genre. Bien souvent, sûr, il faut dire noir. Il faut dire noir, tu vois. Mais pour reprendre ce que tu disais, qui est vraiment intéressant, c'est que effectivement, d'une part, pour une marque, quelle que soit la marque, c'est difficile de se positionner. Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. Après, je comprends ce que tu veux dire par white supremacy. On parle pas du côté Hitler ou je sais pas quoi, on est vraiment en train de parler plus et de toute façon c'est normal, on est dans un pays français à majorité, je crois que les minorités en représentent à peu près, je crois, de 8% et peut-être que les Algériens un peu plus parce qu'ils sont là depuis plus longtemps, 13% il me semble, et tout le reste je sais pas du tout. Bref, parce que tu peux faire quand même quelques petits stats en France, t'as le droit, tu vois. Mais tout ça pour dire que à la fin de la journée c'est dans l'accessibilité, tu vois, à différentes choses qui peuvent changer ta vie finalement, que ce soit des postes clés, ensuite des appartements, etc. C'est plus compliqué. Après, ouais, je pense que il y a, et c'est là où il va y avoir du travail pour les boîtes françaises, anglaises, un peu moins parce que c'est en anglais, et du coup ils ont l'aide, mais au niveau des mots, parce que la France on est très très attaché aux mots, ça va être de trouver la bonne façon d'expliquer au leadership, du coup au CEO, parce que comme je te disais tout à l'heure en off, moi ce qui me surprend le plus, ce qui me choque le plus, et j'ai eu cette conversation avec plein de gens, les gens de Station F, les gens de Réseau Entreprendre, tu vois, je suis assez, j'ai vraiment pas de problème, j'ai pas de tabou à ce niveau-là, mais c'est ce truc de se dire, ok, les boîtes qui ont, je sais pas quel âge, Danone, Total, etc., quoique Total, il y a quand même beaucoup de diversité, mais tu vois, ce genre de boîte, encore je peux comprendre. Toi, je me dis, c'est une ancienne génération, entre guillemets, hein, je peux comprendre. En réalité, non, mais je me dis, bon, voilà, etc. Truc. Mais les startups qui ont notre âge et plus jeunes, j'ai trop du mal. Parce que je me dis, on est censé faire différemment de nos parents, tu vois. Et c'est se dire, ok,
pourquoi dans notre mentalité, et après je comprends pourquoi je suis pas con non plus, tu vois, t'as des socio-économiques, on est tous ensemble, généralement tu commences par embaucher tes potes, etc. Mais en fait quand tu passes de tes 10 premiers potes à tes 150 employés, tu vois, là il y a un problème. Même à 30, hein. Même à 30 employés, tu vois. Et en fait c'est ça qui me dérange le plus, c'est ce truc de se dire, en fait pourquoi nous, nouvelle génération entre guillemets de start-upers, on travaille pas sur cette inclusion. Qu'est-ce qui se passe à ton avis dans le recrutement? Je pense que ça peut être soit de la peur, tu vois, parce que tu n'as pas fréquenté des milieux où il y avait beaucoup de minorités, où tu as grandi dans des endroits où il n'y en avait pas, donc ça peut faire peur. Ce n'est pas du tout mon cas. J'ai grandi, tu vois, justement, j'étais au lycée à Montmagny, j'ai fait du foot à Sarcelles pendant 15 ans et à Saint-Brice dans le 9-5. Ou alors, après, c'est plus, tu vois, aujourd'hui, tu dis à ton directeur marketing, ton directeur commercial ou à ton cofondeur, tiens, pour ce poste, on va recruter un noir, on va recruter un asiate. Je ne sais pas comment il faut le tourner, tu vois. Et je pense que vous avez... on en a parlé sur vos projets futurs. Il y a des vraies manières de l'amener dans les boîtes. Comment tu fais dans les RH pour te dire, sur ce poste-là, on a besoin de minorité, on veut une minorité sur ce poste-là, à compétences égales. Et exactement. On te dit pas, il faut un noir parce qu'il faut un noir. Ouais. C'est ça. Il faut des gens qui ont différentes cultures, qui ont différents... La diversité. Exactement. Surtout que nous, on voit nos clients et on a plein de noirs. On a, tu vois... Noirs, maghrébins... Exactement. Nous, 8% de nos followers sont issus du Maghreb, tu vois. Donc, c'est hyper important que... donc, du coup, ça fait quelques dizaines de milliers de personnes. Donc, tu vois, il faut qu'on ait des gens qui comprennent la culture, même qui parlent arabe. C'est hyper important pour nous. Mais maintenant, dans une société française où on a parlé de discrimination positive, négative et tout, je pense qu'il faut remettre le truc à plat et de se dire, OK, maintenant, petite ou grande boîte, il faut, tu vois, d'ailleurs, on parle de minorité, c'était aussi les femmes. Tu vois, moi, j'étais dans un magazine il y a à peine un mois. En fait, c'était les patrons... j'étais pas sur la couverture. Exactement. Les patrons de la beauté, il y avait une femme et 12 mecs. Et évidemment, pas de black. Tu vois, et j'adore ce magazine. Je voulais pas les citer, je le fais, c'est Cosmetic Mag. Ils ont fait une erreur. Tu fais pas avec tout ce qui se passe, tu fais pas une couverture avec 12 patrons. Dans la beauté. Ouais, dans la beauté. C'était une erreur de communication, tu vois. Ça va, et c'est un super magazine, et voilà. Et ça, je pense que c'est, comme tu l'as dit, excuse-moi t'as recoupé, mais c'est la team. C'est-à-dire qu'en ayant une team diverse, ça passe beaucoup moins. En fait, il y a quelqu'un qui va dire dans la team à un moment, ouais, il y a un bug. Il y a un bug. Ouais. Surtout, et encore plus, il y a quelqu'un qui va dire, moi je connais cette meuf-là de cette boîte-là parce que moi je la suis, ça me correspond, elle a énormément de followers, elle fait beaucoup d'argent, moi je propose de la mettre aussi, tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Moi je me rappelle je veux pas tirer à balles réelles parce que c'était une chance pour moi, je suis allé salon de l'entrepreneur à Lyon. Et en fait, à un moment, ils ont fait une full page sur les entrepreneurs les plus influents qui étaient là ce jour-là, ou je sais pas quoi. Je me rappelle plus très bien, mais c'était les 50. C'était moi plus 49 autres personnes. T'étais tu sais, dans les films américains, quand il y a une soirée, c'était le noir du groupe. le black of the day, tu vois. Ouais. Ça. Et en fait, j'ai mis cette photo-là sur Insta, tu vois, en story, et j'ai écrit un truc du genre, pas chercher l'erreur, mais j'ai écrit un mot, tu vois. Et les gens, il y a plein de gens qui ont dit, oh, trop cool, machin, tu vois. Mais les Noirs, Maghrébins, Asiatiques, ils ont vu où était le problème, tu vois. Il n'y avait que moi, alors qu'il y en a 10 000 autres qui étaient là, qui étaient influents. Et pour moi, ça amène à une autre question, c'est que justement, enfin, un autre challenge, c'est que quand il n'y a pas justement de diversité au poste clé, ou en tout cas dans la team, les autres se rendent pas compte, en fait. C'est pas qu'ils ne veulent pas mettre, mais c'est qu'ils se rendent pas compte que là, ça manque de diversité. Et en fait, ces gens-là qui ont mis « Oh, trop bien, tu fais partie de ces gens des 50 », ils se sont juste dit « Trop bien, il est avec 50 personnes ». Ils ne se sont pas dit « Ah, t'es le seul noir ». Ils l'ont peut-être vu, mais ils l'ont pas exprimé. Et je pense qu'il y a beaucoup de trucs comme ça aussi. C'est en toile de fond, ok,
on n'est que des blancs ou que machin, mais au moins on a mis le truc, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je pense que c'est un travail d'éducation, donc pour que ces personnes-là, pour que les personnes de la diversité soient mis à des postes clés, il faut éduquer Les CEO. les fondateurs, les RH, les responsables du recrutement, pour éviter tous les stéréotypes en fonction de tes origines et de ta couleur de peau, etc. En fait, il faut déconstruire. En fait, une fois que ça, il y aura ça de fait, je pense que ça sera beaucoup plus simple. Ouais, quand tu déconstruis, je pense que c'est beaucoup plus simple de dire ah bah voilà, à compétence égale, lui peut-être que culturellement il peut apporter quelque chose en plus parce que lui, bah on en a déjà 10 000 comme nous, comme ça, et il apportera rien de plus s'il a les compétences, tu vois. Non, c'est clair, c'est Tu clair. vois, Et je pense que c'est à des mecs comme vous, jeunes, tu vois, qui font partie de minorités aussi, et d'aider en fait, des entrepreneurs, c'est hyper important. Et pas de tirer ses propres leçons dans son coin et dire tiens, je vais recruter 3 blacks pour faire beau, je vais faire un shooting de mes prochaines photos avec 2 Chinois et un noir. Non, mais vraiment, c'est un vrai sujet, d'éducation. Et après, moi, tu vois, je sais pas, les marques qui sont restées silencieuses, est-ce que vous avez trouvé que c'était genre shame for them, ou est-ce que c'était fine? J'ai vu le carré noir que les marques ont mis et c'était pas aligné avec leurs actes. C'est de la com. Ils se sont fait défoncer. On a fait l'épisode avec Oussama. Oussama, il les a défoncés aussi. Je me suis dit, du coup, les marques qui ne s'alignent pas avec cette vision-là de la diversité, je sais pas, Claudie Pierlot, tous ces trucs-là, Mage et tout, en tout cas sur leur campagne, s'ils le mettent pas, tant mieux, ça vous met dans une catégorie pour moi, tu vois ce que je veux dire? Mais en même temps, les boîtes qui mettent des carrés noirs et qui sont pas alignées, qui sont pas en phase avec ce qu'elles mettent, elles sont encore plus défoncées, tu vois. Vogue. J'en ai vu plein qui se sont fait, mais défoncés, donc du coup, mais rien. Mais par tes actes, fais tes trucs dans ton coin. En fait, il faut que les marques, j'allais dire, soient irréprochables, mais surtout veuillent faire avancer les choses, veuillent être inclusives, etc. Et c'est pas un carré noir qui va prouver qu'elles le font. Et on parlera après de la RSE, etc. C'est qu'est-ce que tu fais dans les actes? Est-ce que tu peux, à la fin d'année, dire, bah voilà, on est fiers d'avoir accompagné sur cette année-là tant de gens, tant de trucs, j'en sais rien, mais en tout cas, contribue dans les faits plutôt que dire carré noir, Black Tuesday. Et on aurait dit que c'était le Black Friday, le truc, tu vois ce que je veux dire? Genre, on aurait dit Black Friday, comme tout le monde le fait, je fais hashtag Black Friday. Mais c'est le même sujet, tu vois, avec la Gay Pride. Qui est en ce moment, tu vois. T'as des marques, c'est la Gay Pride, elles vont faire un post avec un arc-en-ciel, et puis après, toute l'année, en fait, pas de sujet. C'est le même sujet. Donc, c'est une cause. Et tu vois, la cause gay, elle arrive à un moment, tu vois, parce qu'on la célèbre, et il faut parler à ce moment-là. Et après, qu'est-ce que tu fais pour les LGBT rights? Exactement. Je suis d'accord avec toi, mais en France, je vois rarement des marques se positionner sur la Gay Pride. Ça me surprend, mais j'en vois. Alors qu'aux États-Unis, toutes les marques se t'as des drapeaux, des médias. T'as H&M qui change son logo devant ses magasins. Enfin, tu vois, c'est vraiment France, différent. LinkedIn, j'ai vu qu'ils avaient fait un petit effort, ils ont fait le logo. Ouais, et puis Instagram, ils ont fait leur truc. Après, ça c'est des médias. C'est des réseaux sociaux aussi. Mais même les marques, hein. Oui, mais quand on parle de LinkedIn, Facebook, Instagram, etc., même TikTok, on parle, en fait, les gens ont un compte sur ce truc-là, donc du coup, on parle à tout le monde. Donc, SoulCycle, vas-y. Oui, il y a aussi plein de marques. En France, SoulCycle, c'est chaud pour moi. Pourquoi? SoulCycle, les vélos à New York. Ouais. Ah, en termes de... Non, c'est chaud. C'est chaud parce qu'ils sont hyper LGBT et compagnie, mais derrière, ils ont un investisseur qui a financé, tu vois, la campagne de Trump, et ils ont, qui est un très bon ami. Donc, et tu vois, moi, j'ai un vrai problème avec ça. Je kiffais SoulCycle quand j'étais à New York. Je payais $45 pour faire du vélo. J'étais super content, tu vois. mais tu vois, derrière, en fait, quand tu creuses, tu te dis, putain, il y a un truc qui n'est pas aligné, tu vois. Il y a un truc... Mais coup, ils ont fait des manifs devant ils ont fait, la CEO a voulu démissionner parce qu'elle a dit qu'elle n'était pas au courant de... C'est un mec qui est quand même
je crois, 15% de la boîte, tu vois, Ouais. qui est très lié. Et du coup, tu vois, les coachs se sont rebellés et compagnie. Et finalement, il y a eu un deal. Mais tu vois, jusqu'où ça peut aller, il faut même checker tes investisseurs d'où ils viennent. Et nous, tu vois, c'est un vrai sujet en tout cas. Ça, on fait hyper attention à ça. Vous n'avez pas checké vos investisseurs, par exemple, au début? On n'a pas checké. Moi, le board qu'on a, tu vois, ils ont aujourd'hui leur game, c'est la planète. C'est vraiment leur game. L'inclusion aussi, ils veulent se lancer dessus. Nous, on a. Qui est Otium? Ouais, Otium. Petit message pour Otium, appelez-nous. Bisous. Jeune entrepreneur. Non, tu vois, nous, moi j'avais un problème. On n'avait qu'une fille dans notre board. Okay. Et à un moment, c'était Camille, et à un moment, ils avaient beaucoup de deals, nous on grossissait, on s'est dit, tiens, il y a Cyril qui est rejoint, qui est quelqu'un, leur partenaire pour les US, et on a dit, bah Camille sort. Moi j'ai dit, non les gars, moi je m'en fous, je préfère que vous ayez un siège de plus, mais je veux que Camille elle reste. Déjà c'est la honte, tu vois, on est 2 fondateurs mecs, on est au board, on a, tu vois, en fait non, je voulais que Camille reste. Et aujourd'hui, moi, la prochaine personne que je veux que ça soit au board, c'est encore une femme, tu vois, c'est une évidence. Et après, dans notre investisseur, ouais, bah écoute, Pierre-Édouard Sterrin, je sais pas si vous le connaissez un peu, mais moi je m'entends très bien avec lui. Il a sa vision de la vie, il a aidé beaucoup de boîtes, c'est un grand philanthrope. Je me permets de le dire, il est catholique et tu vois, il parle beaucoup de religion dans certaines de ses interviews. Okay. Mais je trouve que c'est un super mec, il redistribue énormément. Okay. On s'en rend pas compte, mais moi c'est ce qui me plaît chez lui. Il fait beaucoup de caritatif et c'est ce qui nous a convaincus, et surtout que son argent venait de son travail, tu vois. Il avait beaucoup de salariés qu'il embauchait, il n'allait pas lever des fonds à Dubaï sur le pétrole, qui moi me posait problème, tu vois.